Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième café citoyen, donc Zoom sur l'Ukraine. Bon, nous allons donc procéder comme la première fois. J'espère que vous avez tous votre tasse de café, puisque le but quand même c'est de prendre le café tous ensemble. Donc n'oubliez pas votre café. Alors, juste une chose, on a eu énormément de demandes de participation à ce Café Zoom. Beaucoup ne peuvent pas se connecter en direct, donc vont le revoir après. Et on a décidé de le rendre public. Donc, vos interventions seront publiques. Si quelquefois quelqu'un voulait être coupé au montage, il faudrait nous envoyer un message après, envoyer un message à Stéphane pour ne pas apparaître dans les questions. Mais sinon, on va enregistrer toute cette émission, tout ce café Zoom, et nous le diffuserons sur les réseaux sociaux et sur notre site par la suite. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Yves Lecomte, grand spécialiste de l'Europe de l'Est et plus spécialement de la Pologne, de l'Ukraine et de la Russie. Le curriculum de Jean-Yves est extrêmement riche. Aussi, je ne vais pas m'étendre dessus. Je rappellerai simplement que Jean-Yves a fait son service militaire comme coopérant en Pologne en 1991 et donc il s'est établi à Varsovie et a créé en 92 une entreprise. Il a fait de même en Ukraine en 2000. Il a été élu en 94 au Conseil supérieur des Français de l'étranger, puis réélu en 2000 sur une circonscription qui regroupe l'Europe centrale et orientale et les pays issus de l'Union soviétique. En 2004, le CSFE devient l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y est réélu en 2006 au titre de la circonscription de Vienne, regroupant 14 pays d'Europe centrale et orientale. Il faut noter que de 2008 à 2011, il est vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est alors présidée ès-qualité par le ministre des Affaires étrangères. Et il est élu sénateur le 25 septembre 2011. Il fera donc deux mandats au Sénat, où il est membre de la commission des lois. Il a été aussi juge à la Cour de justice de la République, vice-président d'un nombre important de groupes d'amitié, surtout des pays de l'Est, mais je note particulièrement France-Pologne, France-Ukraine, France-Russie. Et il maintient donc des liens très forts avec la Pologne et l'Ukraine. Et aujourd'hui, retiré du Sénat, il s'est rétabli en Pologne et en Ukraine. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais un plus, c'est du direct, puisque Jean-Yves est à Kiev, en Ukraine, pour ce Café Zoom. Alors, bien sûr, et nous sommes tous intéressés pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment en Ukraine, quels sont les enjeux, car on a tous été sidérés par ce qui s'est passé avec cette attaque russe et donc le début de la guerre le 24 février 2022. Il faut souligner que la situation était déjà très tendue dans la région avec l'invasion de la Crimée, avec la guerre du Donbass. Et nous avons donc assisté à cette guerre qui fait revenir la guerre en Europe avec des millions de réfugiés déplacés
des centaines de millions, de milliers de morts, des dizaines de milliers d'enfants déportés. Donc, c'est ma première question que je formule à Jean-Yves, c'est comment expliquer le retour de la guerre en Europe et quelles en furent les principales étapes. Donc, je te laisse la parole, Jean-Yves. Bien, merci François. Bonjour à toutes et tous. Ça fait plaisir de retrouver beaucoup de têtes connues dans des circonstances différentes, mais de pouvoir échanger sur ce sujet. Bon, je vous ai mis dans le chat l'article que j'avais écrit il y a un mois et demi sur l'Ukraine. Je ne vais pas reprendre les choses puisque tu me poses la question de l'origine. Je vais essayer d'être assez rapide, même si en fait on pourrait tout à fait développer les choses sur la base finalement de l'évolution des relations internationales et il faut le faire un peu depuis depuis 1989, c'est-à-dire depuis la chute, la dislocation du pacte de Varsovie et la réunification de l'Europe et l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN d'un certain nombre de pays d'Europe centrale. Et lorsque ça s'est passé, finalement, il y a les pays baltes issus de l'Union soviétique qui ont suivi le même mouvement que les autres pays d'Europe centrale. Et puis, dans la partie européenne, j'allais dire de l'Union soviétique, il restait la Biélorussie, l'Ukraine d'une part, et après, on peut discuter, les trois pays du Caucase. Vous savez que la Géorgie, plus la Moldavie, et vous savez aussi que la Géorgie est candidate à l'Union européenne alors qu'elle se trouve dans le Caucase. Voilà. À partir de là, on a cru qu'on passait de la guerre froide à une situation beaucoup plus tranquille en termes de relations internationales avec une évolution du droit, du droit international, du respect du droit international, et ça a été finalement ce qui s'est passé au cours des années 90. Et puis, en fait, quand on parle de retour de la guerre en Europe, souvent on oublie hein, que le retour de la guerre en Europe, il a eu lieu au début des années 90 en Yougoslavie, dans les Balkans, d'abord en Croatie et en Bosnie, et à la fin des années 90 avec le Kosovo. Donc, souvent, en fait, on l'oublie. Je me rappelle que lors du référendum de 2005, on disait souvent l'Europe a apporté la paix, comme si finalement il n'y avait pas eu de guerre et de guerre horrible en Europe, en particulier en Bosnie dans les années 90. Alors, si maintenant on veut se concentrer sur la question ukrainienne, euh, euh, bon, on pourrait débattre de la manière dont finalement on est parti de l'impression qu'au début des années 90, on allait vivre une période tranquille où on allait respecter le droit international, où l'ONU allait être enfin efficace, où on pouvait faire un certain nombre de choses. On est vite rapidement tombé sur un certain nombre de difficultés. Je passe à la Yougoslavie, je pourrais évoquer aussi la question du génocide au Rwanda, c'est-à-dire qu'en fait, les années 90, même si on les regarde, enfin, quand on les regarde en Europe, il y a eu les drames yougoslaves, et en dehors d'Europe, il y a eu aussi, en particulier, ce qui s'est passé au Rwanda. Mais on peut dire, si je voulais le faire très très vite sur l'Ukraine, l'Ukraine construit petit à petit son indépendance vis-à-vis de la Russie dans les années 90, en élisant d'ailleurs le même jour, il y a eu une élection le même jour en Biélorussie et en Ukraine. En Biélorussie, les Biélorusses ont élu Loukachenko, et en Ukraine, les Ukrainiens ont élu Leonid Kuchma. Et les deux avaient le même profil. Le jour de l'élection, les deux avaient le même profil. Simplement, Loukachenko, on sait comment il a évolué, comme un petit à petit vassal de Poutine, même si on pourrait discuter plus en détail des subtilités qu'il y a derrière, alors que Kuchma, finalement, a, sans trop le dire, construit finalement l'indépendance de l'Ukraine, qui est la volonté des Ukrainiens, s'est petit à petit affirmée de vouloir avoir finalement une perspective européenne qui soit la même que les pays d'Europe centrale, avec l'impression d'avoir perdu 10 ans. C'est-à-dire que les pays d'Europe centrale s'étaient mis vers la route européenne au début des années 90 et l'Ukraine a bougé beaucoup plus lentement, plutôt à la fin des années 90,
après une décennie très difficile en matière, en matière économique et sociale pour le pays, vraiment très très dur. Il n'y avait plus d'argent, les salaires n'étaient plus, les salaires des fonctionnaires n'étaient pas payés, il y avait beaucoup de troc. Enfin, c'était assez une situation, j'allais dire, sociale qui est probablement plus compliquée que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et en fait, petit à petit, l'Ukraine a affirmé sa volonté, les Ukrainiens ont affirmé leur volonté d'avoir une perspective européenne comme le reste des pays d'Europe centrale. Et cette volonté, elle s'est manifestée d'une part en 2004 lors de la Révolution Orange qui est arrivée à la suite d'une élection truquée qui faisait le trucage, faisant élire le candidat qui avait été qui était le candidat pro-russe. Et donc en fait, il y a eu une Révolution Orange, acceptation par les candidats que finalement on allait refaire un deuxième tour et élection de Viktor Yushchenko. Et à partir de là, il était clair que la population ukrainienne voulait aller vers l'Union européenne, il voulait avoir cette perspective Union européenne et OTAN, qui était leur choix souverain. Bon. Même si, effectivement, dans le pays, quand on regardait la manière dont ça s'exprimait, il y a une différence entre l'Est du pays et l'Ouest du pays sur ces sujets, sur la sensibilité à la perspective européenne, sur les langues qui sont pratiquées, etc. Et puis, il y a un processus que l'Union européenne a lancé avec les voisins de l'Union européenne de traité d'association. Et il y a eu le début de la négociation d'un traité d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et l'Ukraine était à ce moment-là aussi dans la communauté des États indépendants, c'est-à-dire l'espèce de communauté qui a été créée autour de la Russie avec les pays d'Asie centrale. Et au moment où le président qui était à ce moment-là pro-russe, Yanukovych, continuait à discuter sur le traité d'association, à un moment, les Russes ont dit, bah, écoutez, de toute façon, c'est simple, c'est soit le traité d'association, soit la CEI. Ça ne peut pas être les deux. Et ils ont commencé à faire pression sur Yanukovych pour qu'il abandonne le traité les négociations pour le traité d'association. Et quand il les a abandonnées, la population ukrainienne, enfin une partie de la population ukrainienne, s'est levée, en particulier à Kiev, et a occupé, à partir de l'automne 2013, la place de l'indépendance, en demandant qu'on revienne sur cet espace, sur ce sujet. Donc c'est vraiment la perspective européenne et la volonté d'une partie de la population ukrainienne d'affirmer la possibilité pour l'Ukraine de choisir de manière indépendante ses orientations géopolitiques et d'affirmer sa volonté d'adhérer à l'Union européenne, que ça a commencé. Et il se trouve qu'après plusieurs mois de manifestations sur la place, il y a eu, c'était en février 2014, un dérapage et plusieurs personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre. Et à partir de là, ça s'est vite, ça a vite continué parce qu'en fait, le fait que des personnes aient été assassinées alors qu'elles manifestaient pour les perspectives européennes a fait que tous ceux qui étaient un peu désabusés parce que les choses s'étaient pas très bien passées après la Révolution orange, ont considéré que c'était pas acceptable, que même si, bon, entre 2004 et 2013, les choses n'avaient pas été parfaites dans le pays, qu'il y avait eu beaucoup de corruption, que les héros de la Révolution orange s'étaient disputés entre eux et que finalement l'Ukraine n'avait pas avancé comme on voulait. Mais quand même, s'il y avait des Ukrainiens qui manifestaient sur la place de l'indépendance pour marquer la perspective européenne, que le pouvoir tire dessus, c'était pas acceptable et ils sont sortis en masse. Et là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées jusqu'au moment où le président a dû partir et où il y a eu l'élection d'abord un président provisoire issu du Parlement et ensuite l'élection de Petro Poroshenko. Alors, c'est là que Poutine vous dirait c'est un coup d'État. C'est un coup d'État fabriqué par la CIA qui a fait que le président ukrainien est parti et donc ça n'était pas acceptable. Yanukovych était le président légitime et, et donc en fait, à partir de ce moment-là, parce qu'il y a eu, il y avait la Troïka européenne qui était arrivée au moment où il y a eu ces assassinats sur la place de l'Indépendance. Il y avait eu un accord qui avait été obtenu
revenir en arrière sans que le président, sans que le président démissionne. Et puis comme il n'a pas tenu parole, et puis comme ça s'est rapidement, finalement, les manifestations ont continué, il a pris peur, il est parti, et à partir de là, Poutine a dit bah, c'est un coup d'État. Et à partir de là, bah, ça a été sans limite. C'est-à-dire que d'abord, il en a profité pour prendre la Crimée. Et puis, une fois que la Crimée a été prise, faux référendum sous menace militaire, et puis après, envoyer des proxys sur l'est du pays, dans le Donbass, pour occuper une partie du Donbass et déstabiliser le reste du pays. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, l'armée ukrainienne n'était pas du tout équipée, préparée pour réagir à quoi que ce soit. Donc, en fait, que ce soit dans le Donbass ou en Crimée, en fait, elle s'est effondrée tout de suite. Donc, la Crimée, il n'y a même pas eu de combat. Et dans le Donbass, ça a été une succession, finalement, de défaites jusqu'au moment où il y a eu les accords de Minsk qui ont permis, finalement, de geler la ligne de front jusqu'en 2022, même si tous les ans, il y avait des affrontements et il y avait des morts. Voilà. Et on en est resté là jusqu'en 2022, avec des accords de Minsk qui, pour les Ukrainiens, avaient juste qu'ils considéraient finalement comme quelque chose qui leur avait permis d'éviter le pire. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas en mesure de résister à ce moment-là. Et le fait que Merkel et Hollande obligent Poutine et Poroshenko à se mettre d'accord sur quelque chose a finalement permis à la ligne de front à un cessez-le-feu. Mais les Ukrainiens étaient effectivement frustrés de cela, mais ont respecté autant que possible les accords de Minsk. Par contre, dans les accords de Minsk, il y avait aussi finalement l'idée que, bon, on avait fait semblant de croire que ça avait été une révolution d'Ukrainiens qui habitaient sur les territoires du Donbass, alors que tout le monde savait que c'était faux. Et théoriquement, dans les accords de Minsk, il y avait aussi le fait de rendre la frontière entre le Donbass réellement occupé, mais pour la Russie, en fait, qui a été euh, qui avait été pris par des pseudo-indépendantistes, en réalité, les, la situation dans le Donbass, elle a été tout de suite très déstabilisante parce que finalement, il y a eu des oligarques qui ont joué un peu double jeu. Il y a la Russie qui apportait sans cesse du matériel. Et donc, en fait, les accords de Minsk qui prévoyaient qu'on ferme la frontière entre la Russie et les territoires dits de la part des indépendantistes, si on parlait, si on parle d'un point de vue russe, et du côté, si on parlait du côté ukrainien, des territoires occupés, mais en tout cas, la frontière russe aurait dû être contrôlée. Et il y avait même une mission de l'OSCE qui était prête qui devait être envoyée pour regarder comment ça se passait, pour être certain que y ait pas les Russes n'apportent ni hommes ni matériel. Et jamais cette partie des accords de Minsk n'a été respectée. Alors les Russes reprochaient aux Ukrainiens de finalement ne pas avoir accepté une fédéralisation du pays et un statut particulier pour le Donbass. Mais en réalité, on était incapable, les Ukrainiens étaient incapables de rien faire tant qu'il n'y avait pas finalement la capacité d'organiser des élections libres, c'est-à-dire la capacité d'être sûr que sur le territoire des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, il n'y avait pas l'armée russe, il y avait pas, les gens pouvaient s'exprimer normalement. Or, ce n'était pas le cas. Donc, bien entendu, il était impossible d'avancer. Et deuxièmement, l'Ukraine étant une démocratie, ce n'est pas parce que vous envoyez le président négocier avec d'autres partenaires internationaux que quand le président rentre et s'est mis d'accord, c'est l'accord du président. Après, le président, il faut qu'il arrive à convaincre son Parlement de ratifier les accords comme il les a négociés. Or, le fait est que le Parlement ukrainien n'a jamais considéré que les accords de Minsk étaient quelque chose qui était correct pour être ratifié. Donc, la Russie ne les a pas respectés. Le Parlement ukrainien avait des raisons de le refuser. Il n'était pas possible de faire donc, voilà, on était dans une situation de blocage. On a essayé, enfin, avec le remplacement de Poroshenko par Zelensky, Zelensky voulant, plus que Poroshenko, je crois, arriver à faire
à trouver une solution. Il y a eu des échanges, mais il y a eu des échanges en particulier à Paris entre Zelensky, Poutine, Merkel et Macron, mais ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé et très clairement, de toute façon, je dirais, il faut aller derrière ce narratif, il faut aller voir aussi autre chose, c'est que finalement, une Ukraine, ce qu'il faut voir aussi, si on regarde sur le plan économique, entre 2014 et 2022, l'économie ukrainienne s'est énormément développée. Quand vous voyez la crise agricole et qu'on vous parle des produits ukrainiens qui nourrissent l'Égypte, qui sont pas chers et qui arrivent sur les marchés européens, c'est les conséquences d'un développement accéléré de l'économie et de l'agriculture ukrainienne, qui avait énormément de potentiel, mais qui n'avait pas les équipements au niveau jusque-là, et qui, pendant 8 ans, a fortement développé ses capacités de production. C'était aussi vrai dans la métallurgie. Et par conséquent, en fait, entre 2014 et 2022, l'Ukraine est presque devenue une success story en termes économiques. Ça ne se ressentait pas encore par rapport au reste de l'Union européenne pour la vie des gens, mais on avait une forte croissance, on avait un certain nombre de secteurs qui devenaient très productifs, et finalement, arriver à montrer aux Russes qu'il y avait un pays qui était proche d'eux, qui avait eu une histoire commune très longue, et qui, grâce à la démocratie, avait un développement économique qui commence à être satisfaisant avec la liberté de parole, avec la démocratie, etc., et bien ça remettait en cause le pouvoir, le régime d'Ukraine. Et donc, voilà, une Ukraine qui réussit, c'est une Ukraine qui n'était pas, qui est un exemple de la manière dont la Russie peut évoluer. Deuxièmement, bon, vous savez d'où vient Zelensky. Zelensky, c'était un acteur qui a fait sa série Serviteur du peuple, etc. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont vu. Euh, la manière dont il parlait dans cette série, la manière dont il parlait de la corruption, finalement, c'était quelque chose, c'était un message de la lutte contre la corruption, c'était un message qui finalement parlait autant aux Ukrainiens qu'aux Russes. Et donc, il était aussi une menace pour les Russes, enfin pour le pouvoir russe. Donc, il fallait absolument faire en sorte que l'Ukraine ne soit plus un modèle pour les Russes et faire en sorte que Zelensky ne soit plus un modèle. Comme Navalny parlait de la corruption en Russie, Zelensky, parlant de la corruption en Ukraine, en parlait de telle manière que quand un Russe regardait l'émission de le Serviteur du peuple, il le prenait aussi pour lui. Donc il fallait décrédibiliser l'Ukraine et décrédibiliser Zelensky. D'où, depuis 2022, le narratif sur il faut dénazifier, etc. Je pense que c'est, pour Poutine, une opération de survie de son régime. Voilà. D'accord, Jean-Yves, c'était très très clair cette présentation. Alors, comment peut-on voir cette guerre aujourd'hui? Parce qu'au début, on pensait que ça allait être une guerre, je dirais, limitée au niveau territorial. Peut-être qu'on pourrait la qualifier de guerre coloniale, mais quand même, vu les implications, elle est devenue une guerre européenne et avec des implications mondiales. Donc, comment ressent-on cette situation? Bah, tu veux dire, bon, moi, ça m'intéresserait d'avoir aussi un peu les avis, parce que là, la question, elle est un peu vraie. La manière dont on perçoit cette guerre partout un peu dans le monde aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que bon, j'étais à un certain nombre de conférences, en particulier samedi 24, les 2 années de lancement de la guerre. D'abord, vous imaginez ce que veut dire une guerre. Une guerre, c'est une économie qui marche très différemment, un budget qui, dépenses sociales comprises, la moitié du budget est consacré aux dépenses militaires. Euh, avec un énorme déficit, bien entendu, besoin d'aide internationale, parce que bien entendu, il n'y a pas, l'économie n'engendre pas suffisamment de recettes fiscales pour pouvoir payer un budget qui a quasiment doublé par rapport à 2021 enfin, les dépenses de l'État ont quasiment doublé depuis 2021, donc il y a énormément besoin de soutien extérieur. Alors,
on pourrait dire que c'est une guerre. Enfin, moi, je sais que quand on pouvait, quand j'étais au Sénat, que je me déplaçais hors d'Europe, souvent quand on parlait de la guerre en Ukraine, soit on nous parlait des questions liées, on était au Moyen-Orient, on nous parlait du marché du marché du blé en particulier, ou alors on nous disait bah, c'est une guerre européenne, c'est pas une guerre mondiale, vous n'avez aucune raison d'en faire une guerre mondiale, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de régler ça tout seul, en gros? Alors, déjà, sur le blé, c'est vrai, c'est ce que je disais, c'est que finalement, en fait, sur les marchés alimentaires mondiaux, la place de l'Ukraine, compte tenu de la manière dont le pays avait évolué en termes de capacité de production, d'investissement, etc., sur les dernières années, aujourd'hui, l'Ukraine nourrit l'Égypte, et pas que. C'est-à-dire qu'en réalité, on a aujourd'hui, depuis quelques années, moins de production de blé qu'on en consomme mondialement, c'est-à-dire que depuis quelques années, on vit sur nos stocks, et enfin, on vit sur nos stocks, on fonctionne un peu de nos stocks. Et l'Ukraine faisait partie des pays qui avaient une production qui était en croissance et qui donc en fait répondait à un prix très raisonnable aux besoins en particulier du Moyen-Orient. Donc, première implication, implication alimentaire. L'implication énergétique, je pense que tout le monde l'a en tête, donc j'en parle pas, sauf s'il y a des questions. Et après, la dernière, c'est pour moi la plus importante. En fait, l'Ukraine, quand elle a pris son indépendance, avait la bombe atomique. Et elle a renoncé à la bombe atomique en 93 ou 94 par un mémorandum de Budapest où la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, la Russie se sont engagés à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine pour, d'une certaine manière, en échange de son abandon de l'arme atomique. Vous aviez donc un pays qui avait la bombe atomique. S'il avait la bombe atomique, il n'aurait jamais été attaqué. Il a renoncé à l'arme atomique. Et l'un des pays qui lui a donné la garantie une garantie de souveraineté, une garantie territoriale, l'attaque en 2014. Et deuxièmement, l'attaque sur l'ensemble de son territoire avec une volonté de l'annihiler 8 ans plus tard. Donc, bien entendu, c'est une démonstration totale qu'un pays qui a la bombe atomique, il faut qu'il la garde. Bien entendu, c'est une démonstration totale que si vous voulez être en sécurité, ben, vous avez tout intérêt à avoir la bombe. Et vous ne pouvez pas compter sur les promesses des autres. Donc, en réalité, la Russie, en faisant ça, en parjurant finalement son engagement, alors, je n'ai pas noté la France dans le mémorandum de Budapest parce que Mitterrand avait indiqué à Kouchma à ce moment-là que c'était très bien tout ce qui se passait, mais qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les pays qui avaient pris des engagements les respectent. Donc, bon. Mais le fait est que c'est une invitation absolue à la prolifération nucléaire. Sauf si finalement le pays qui est la cause de ça en paye les conséquences. Mais pour moi, en termes de paix mondiale, ça nous distrait malheureusement d'un certain nombre de sujets qui sont essentiels et qu'on devrait régler ensemble sur la planète, hein, que ce soit les questions de dérèglement climatique, que ce soit les questions liées au numérique, que ce soit les questions liées à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vraiment, on rentre dans des conflits internes à des moments où on devrait tous ensemble à réfléchir à des enjeux qui sont absolument mondiaux et qui nous concernent tous. Mais en même temps, en matière de prolifération nucléaire, c'est vraiment la démonstration absolue que tout le monde doit avoir la bombe, alors qu'on essayait quand même d'avoir une politique raisonnable. Bon, donc pour moi, c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel, vous remarquerez, la Chine, c'est sur ce point-là que la Chine est mal à l'aise vis-à-vis de l'action russe. Parce qu'en fait, ils savent parfaitement ce que ça veut dire et ça les met mal à l'aise. Voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas un sujet européen. C'est un sujet qui n'est pas un sujet européen parce que ça nous empêche de regarder ensemble de manière en communauté les vrais défis de l'humanité. Ça remet en cause le droit international, ça remet en cause la lutte contre la prolifération nucléaire, ça pose des questions en matière d'alimentation mondiale. Enfin, c'est pas qu'un sujet européen. Hein. Il y a d'autres conflits qui sont parfois, que je pense au Soudan, je pense à la RDC, je voyais Claude Villain, voilà, il y a sans doute beaucoup plus de morts en Éthiopie que sur le conflit ukrainien. Mais le conflit en Ukraine est un conflit qui a des implications mondiales et qui sont très larges.
Avant de passer la parole à tous nos amis, une dernière question, c'est celle un peu, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, parce que on a l'impression que la situation est en train de se compliquer en ce moment. D'un côté, on voit que l'armée ukrainienne s'essouffle. Elle manque d'ailleurs d'armes parce que on a promis énormément de choses à l'Ukraine, mais on voit bien que ce qui arrive en Ukraine, c'est seulement 30 ou 40% de ce qui avait été promis. De plus, l'opinion publique dans les autres pays commence aussi à trouver, je dirais, le temps long. Nous, on voit bien ici, dans le conflit des agriculteurs, que ils commencent à dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'agriculture ukrainienne nous porte des préjudices. L'aide américaine est bloquée. Hier, dans cette conférence d'aide pour l'Ukraine, euh, le président Macron a fait entendre que l'on serait peut-être amené à un moment donné à envoyer des troupes pour protéger l'Ukraine. Tout cela crée un climat, je dirais, Anxiogène. assez négatif. Alors, quelle est ton opinion? Comment tu vois les choses et comment terminer ce conflit? Parce que effectivement, pour le dire comme ça, on en a tous assez de ce conflit, on en a assez de voir tous ces morts, tous ces déplacés. C'est vraiment très perturbant. Alors quel est ton avis? Est-ce qu'on va en finir? Bah, déjà, en fait, ce qu'il faut voir, bon, la situation aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont promis beaucoup, qui n'ont pas tout apporté. Et par conséquent, effectivement, aujourd'hui, l'Ukraine manque d'équipement. Je vous parlais tout à l'heure du budget ukrainien. Le fait est que l'Ukraine s'est beaucoup reposée sur l'aide extérieure parce qu'elle n'avait pas les moyens, finalement, de simplement compter sur ses propres forces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un manque, en particulier un manque d'obus, qui empêche de tenir le front correctement. Après, vous avez sans doute entendu aussi parler des débats sur la nécessaire la nécessaire évolution de la mobilisation, les rotations sur le front, mais le problème majeur, c'est le manque de matériel. C'est le manque de matériel, c'est le manque de moyens finalement, ce qui fait que sur un certain nombre de choses qui normalement dans une armée de l'OTAN sont gérées par l'armée, il y a énormément de choses qui sont gérées par qui sont bien gérées, mais qui sont gérées par des ONG autour de l'armée qui s'occupent des soldats qui ont des difficultés, qui s'occupent d'apporter un peu plus de nourriture, qui s'occupent, voilà, parce qu'en réalité, l'armée elle a malgré tout du mal à suivre, même si finalement la multiplication des initiatives individuelles fait que c'est une armée assez décentralisée, qui, lorsque au début de la guerre, les Russes sont arrivés, ils pensaient que ça allait, bon, la décentralisation et les initiatives individuelles ont fonctionné correctement, mais on voit bien qu'il y a quand même un manque global de coordination et de moyens. Et aujourd'hui, effectivement, l'Ukraine manque très, 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 très gravement d'équipement, ce qui veut dire aussi qu'elle manque, et elle manque de moyens, par exemple, pour financer les réparations, les appels d'offres pour réparer les matériels qui doivent sortir du front pour revenir derrière pour se faire réparer. Elle a énormément de difficultés de cette nature. Ce sont des difficultés qui justifient la conférence d'hier. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'une part la question de l'aide américaine et d'autre part, il y a la question de l'aide européenne. L'aide européenne, maintenant, les choses sont acquises. Ça a mis 2 mois, 2 mois de plus, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'aide les 50 milliards sur plusieurs années, hein, 50 milliards, c'est les dépenses de l'Ukraine en un an pour son armée, hors matériel qui sont donnés et transmis par les partenaires étrangers. Donc aujourd'hui, elle va avoir de la part de l'Union européenne très prochainement des moyens financiers significatifs qui vont lui permettre de souffler un petit peu.
Après, la mobilisation pour trouver des équipements, je pense que ça va, je pense que ça va marcher aussi. Alors après, on en a tous assez. Et d'abord, les Ukrainiens les premiers, et ceux qui sont sur le front aussi. La question, c'est qu'en fait, les Ukrainiens, ils ont vécu 2014. Ils ont vécu les accords de Minsk. Et ils ont vécu 2022. C'est-à-dire, ils savent aussi que on ne peut pas vouloir la paix si on sait que c'est une paix provisoire qui vous promet une guerre pire quelques mois ou quelques années après. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tant qu'on aura une menace qui vient du Kremlin, qui est la paix ou qui est la guerre, on aura besoin de changer un certain nombre de priorités parce qu'on aura besoin de construire des moyens différents d'un autre niveau que ce qu'on a aujourd'hui pour se défendre. Ça, c'est très clair. Donc, en réalité, euh, 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 ça dépend finalement de la capacité. Il y a des gens qui peuvent vous dire, bah, écoutez, est-ce que les pays, est-ce qu'une solution, ça pourrait être que l'Ukraine, finalement, obtienne la garantie de l'OTAN sur le territoire qui est contrôlé par le gouvernement de Kiev. Et à partir de là, il n'y a plus d'attaque de la Russie parce qu'il y a une garantie de l'OTAN. Si l'Ukraine accepte ça et que les pays de l'OTAN sont d'accord pour donner cette garantie, mais ça veut dire aussi que la Russie est d'accord pour ne pas tirer, parce que si la Russie commence à faire, ça veut dire que tout de suite l'OTAN est engagée, ou elle n'est plus crédible. Euh, c'est une possibilité. Si jamais tout le monde est fatigué, c'est une possibilité. Mais même si, et un certain nombre de personnes, même en Ukraine, travaillent sur ce genre d'hypothèse. Mais si on va vers cette type d'hypothèse, il faut savoir qu'on n'aura pas liquidé la source du risque. C'est-à-dire que on aura besoin d'avoir un autre niveau d'investissement en matière militaire que ce qu'on avait au cours des dernières années. Avec, en plus, pour ce qui est de la France, une question sensible, c'est qu'on a fait une loi de programmation militaire qui donnait beaucoup qui concentrait finalement l'évolution des moyens, plus sur la défense de notre politique de dissuasion, qui est la seule en Europe, donc personne ne va nous reprocher de l'avoir, parce que c'est la seule, surtout vu les déclarations de Trump de ces derniers temps. Tous nos partenaires européens sont contents de savoir qu'il y a un pays en Europe qui a une autonomie stratégique en matière de dissuasion nucléaire, et donc en fait, on ne va pas nous reprocher de l'avoir. Mais si on met tous nos moyens là-dessus, ça veut dire qu'on ne met pas des moyens dans le conventionnel, ça veut dire qu'on peut pas aider on n'a pas les moyens d'aider l'Ukraine de manière conventionnelle. On a la capacité industrielle de savoir tout produire, mais on a très peu de capacité de production. Après, bon, toujours sur l'autonomie stratégique, la capacité de l'Union européenne de construire finalement, d'être capable de mieux prévoir, de faire face aux menaces. Il y a deux réactions quand vous avez les propos de Trump. Il y a la réaction française qui est de dire, bah, regardez, en fait, finalement, en fait, c'est ce qu'on vous dit depuis longtemps, c'est qu'il faut que l'Europe soit autonome en matière de défense. Et puis, il y a certains Allemands qui vous disent, ah, si on veut continuer à être protégé par les Américains, il va falloir qu'on leur achète encore plus de produits. Voilà. Donc, nous, Français, on se dit, ben, Trump, il démontre que finalement, en fait, il faut qu'on se compte sur nos propres forces et qu'on construise ça en Europe. Mais je ne suis pas certain que certains Allemands sont plus dans la logique, il faut qu'on garde les États-Unis avec nous. Et pour garder les États-Unis avec nous, on va surtout rien faire avec des partenaires européens parce qu'il faut surtout qu'on garde des partenariats avec les États-Unis. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que Trump a fait ces déclarations-là. Donc, même si on pense, quand on est dans l'esprit français, qu'on progresse, c'est vrai que par rapport à un certain nombre de partenaires, et en particulier par rapport aux partenaires d'Europe centrale, notre discours aujourd'hui passe bien, parce que les propos de Trump ont choqué. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, et ce n'est pas gagné, cette autonomie en matière de défense. Après, puisque tu évoquais le sujet des opinions publiques, il y a deux choses. Il y a des choses qui relèvent de la pédagogie. Moi, j'ai quand même l'impression que même au niveau des opinions publiques aujourd'hui, quand tu vois la manière dont les choses se sont passées avec Navalny, enfin, je veux dire, il y a quand même une telle visibilité du fait que Poutine et son régime non seulement ne sont pas démocratiques, ce n'est pas une nouveauté, mais sont totalitaires et n'hésitent pas devant le pire. Voilà, Navalny, quand même, bon. Et puis, tu l'as dit, des dizaines de milliers d'enfants qui sont déportés.
quand on voit ce qui se passe en matière, ce qui s'est passé à Mariupol, enfin, il y a quand même eu des dizaines de milliers de civils tués qui n'apportaient même rien sur le plan juste de l'avancée des troupes. C'est juste pour faire peur et juste pour tuer des civils. Voilà, c'est ça le régime de Poutine. Donc, est-ce que avec un régime de cette nature, aux frontières de l'Europe, on peut se sentir en sécurité? Non. Et j'ai quand même le sentiment qu'une majeure partie des opinions publiques le comprennent. Maintenant, vous avez un certain nombre d'officines en Russie qui savent parfaitement et qui suivent depuis longtemps les opinions publiques et qui en profitent. Vous avez aussi un certain nombre de proxys. Enfin, Jean-Maurice Ripper, ambassadeur à Russie, l'a dit clairement. Il a dit qu'il y avait un certain nombre de responsables politiques qui allaient se faire financer à Moscou. Et tout le monde sait la relation privilégiée de Marine Le Pen et du Front National avec Moscou. Donc voilà, il y a un certain nombre d'acteurs politiques en Europe qui jouent le jeu de Poutine, de la Russie, c'est-à-dire en fait, voilà, antidémocratique aujourd'hui. Après, en matière, sur le plan strictement agricole, euh, ce qui est vrai, c'est que il a été fait en 2022 le choix de sortir. On ne parlait pas de l'agriculture ukrainienne tant qu'on était dans le respect du traité d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. En février 2022, on s'est dit que pour aider l'Ukraine, il fallait qu'on autorise l'Ukraine à exporter vers l'Union un certain nombre de produits qu'elle n'avait pas le droit d'exporter jusqu'à présent parce qu'ils n'étaient pas conformes aux normes européennes. On a lâché là-dessus. Bon, pour les aider, parce que ce que je disais, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une activité économique soutenue. Donc on l'a fait, surtout qu'ils ne pouvaient pas. Maintenant, ils ont gagné, hein, parce qu'en fait, on dit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'Ukraine est en difficulté. Mais l'Ukraine a gagné une chose, c'est-à-dire que même si on dit que la contre-offensive a été perdue, il y a une contre-offensive qui a été gagnée, c'est sur la mer Noire. Aujourd'hui, l'Ukraine est capable d'exporter en mer Noire, par la mer Noire sans risque significatif de la part de la Russie, ses productions à partir d'Odessa. Et ça, c'est une réussite très significative qui lui permet aujourd'hui vendre, d'exporter ses céréales vers en particulier le Moyen-Orient. C'est sa ligne de vie d'une certaine manière à l'Ukraine. Mais l'agriculture ukrainienne, en fait, effectivement, il y a un certain nombre de produits qui sont arrivés en Europe alors qu'ils ne sont pas conformes aux normes européennes. Et ça, bon, on l'a fait parce qu'il fallait aider l'Ukraine. C'était peut-être une erreur. La deuxième chose, c'est que là encore, il y a des faiseurs d'opinion qui viennent plutôt du Kremlin qui racontent qu'on déverse des centaines de tonnes de blé ukrainien en Europe, alors qu'effectivement, le blé ukrainien qui rentre en Europe à 95%, enfin le blé et les céréales à 95%, même à 98%, il est réexporté, c'est-à-dire que c'est juste du transit. C'est des choses qui ne passent pas par Odessa, mais qui passent par la Pologne ou par la Roumanie, et qui ensuite prennent des bateaux, mais qui ne restent pas en Europe. Bon. Et deuxièmement, l'agriculture ukrainienne, en fait, elle devrait nous faire réfléchir sur l'évolution de notre propre agriculture. Elle n'a pas de subvention de l'Union européenne. Et en fait, elle est en deux parties. Il y a une agriculture qui est très efficace, très grosse, et vous avez un certain nombre d'ailleurs de fermiers européens qui ont fait des investissements en Ukraine pour faire en Ukraine ce qu'ils ne peuvent plus faire en Europe, et qui font des centaines et des centaines d'hectares et qui font des choses très rentables. Et à côté de ça, vous avez une majorité d'agriculteurs qui sont des agriculteurs qui n'ont même pas accès au marché. C'est des trucs autosuffisants où en fait ils font un petit peu de grain pour leurs animaux et les animaux ils sont pour la consommation locale. Ils ne sont pas sur les marchés. Et donc ceux-là on les sent pas, on les voit pas. Donc en fait on a des très gros et des très petits. Et finalement comme il y a des très gros et des très petits, ils ne sont pas en compétition. Alors qu'en fait, en Europe, on n'a pas des très très gros comme en Ukraine, mais les très petits sont quand même moyens, donc ils sont sur les marchés. Et par conséquent, ils sont sensibles au marché. Alors que les petits en Ukraine, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas sensibles au marché. Et donc en fait, il faut aller plus loin si on veut regarder. De toute façon, la perspective européenne de l'Ukraine, ce sera aussi de réfléchir à l'avenir de son agriculture et de la manière dont et l'imbrication entre l'agriculture ukrainienne et l'agriculture européenne. Et ça ne sera pas simple. Mais en tout état de D'accord. cause aujourd'hui, c'est effectivement exploit. Bon, ça pose des difficultés dans le cadre de la crise agricole plus générale, et c'est très clairement exploité par ceux qui veulent voir le soutien à l'Ukraine en Europe baisser. Merci Jean-Yves. Donc on va faire une ronde de questions.
Jean-Yves est intéressé en même temps de savoir comment dans chacun de nos pays de résidence, comment est perçue cette guerre en Ukraine, comment est perçue l'Ukraine. Donc, je vous demanderai aussi de dire un mot sur cette perception au moment de formuler les questions qui vous intéressent. Alors, nous avons déjà Marie-Rose Coro, qui est en Turquie, Marie-Rose, je te donne la parole. Oui, merci François, merci à la DFE ou Français du Monde d'avoir organisé ce débat et merci à Jean-Yves que je salue de bien vouloir l'animer parce que si quelqu'un sait bien parler de l'Europe centrale de l'Est, c'est bien lui et quand il était en fonction, il m'a beaucoup aidé aussi sur mes dossiers turcs. Donc, je commencerai par ce que tu nous demandes de faire, François, c'est-à-dire parler de la manière dont on perçoit les choses à partir de là où nous sommes. La Turquie a été fait effectivement, bon, sur le Bosphore, tout le monde a suivi l'histoire des céréales et pas que, mais on est aussi à mi-chemin entre ce conflit-là et celui d'Israël-Gaza. Nous sommes aussi un des pays qui recevons beaucoup de réfugiés ukrainiens, russes aussi par ailleurs, mais ukrainiens également, ce qui n'est pas le cas de la France. C'est par contre le cas de l'Allemagne, de la Pologne et d'autres pays européens. Donc, une perspective peut-être un tout petit peu différente aussi. Je voudrais dire, c'est que quand Jean-Yves dit que c'est une guerre mondiale, oui, effectivement, il y a une implication mondiale dans tout ça. On a la Russie qui se comporte comme un empire, hein. Je ne sais pas, après, il faut être spécialiste de la Russie pour savoir s'il y a une continuité au fil des siècles, des régimes, etc. Mais on voit bien qu'ils agissent un peu toujours aux mêmes endroits. On pense que les trucs un peu fragiles, c'est la Moldavie, la Géorgie et essentiellement l'Ukraine. À partir de là, je suis beaucoup plus pessimiste que certains d'entre vous qui croient qu'on peut entrevoir l'issue du début d'une fin. Ça va être extrêmement compliqué. Euh, les, les opérations qui se mènent là, mais aussi à Gaza, mais c'est pas le sujet du jour, contribuent à une redistribution des équilibres mondiaux. On les voit devant nous. C'est pas le choc des civilisations, mais on voit quand même que bon, il n'y a pas vraiment de sud global, mais il s'esquisse. On voit bien que des alliances sont en train de se faire, et quand on dit que l'armement, enfin plutôt les munitions russes viennent en partie de Corée du Nord, c'est déjà pas rien. C'est déjà pas rien. Donc, par rapport à ça, moi, parce que je ne vais pas parler trop longtemps, je constate que Emmanuel Macron, quelles que soient ses motivations, et je pense que c'est des motivations que nous comprenons mais que nous n'apprécions pas, prend une initiative sur le renforcement militaire. Éventuellement, il envisage même l'hypothèse de troupes en Ukraine, à se demander s'il n'y en a pas déjà, compte tenu de l'armement que nous donnons. Mais enfin bon, ça, c'est pas officiel. Effectivement, je pense que c'est à la France de prendre ce type d'initiative parce que sur les armées européennes, il n'y a, et je ne parle pas de l'UE, mais européenne, il n'y a guère que l'Angleterre et la France qui aient des armées un peu dignes capables de frapper. C'est Jean-Yves qui nous en dira peut-être plus un peu plus tard. Moi, ce que je voudrais dire simplement pour terminer, c'est que les opinions publiques ne sont pas aussi défavorables à la Russie que Jean-Yves, tu sembles vouloir le croire. Les amis de la Russie se taisent opportunément, mais ils sont nombreux. Et ils ne sont pas qu'au Front National, au Rassemblement National. Ils sont aussi parmi la droite classique et parmi certaines organisations de gauche. Ça, c'est la première chose. Et en France et ailleurs, hein, il y a pas, c'est pas un discours proprement franco-français. Bon, après, l'idée de l'adhésion à l'UE, moi, elle m'inquiète un tout petit peu, même si c'est une échéance. Pour l'OTAN, c'est autre chose, parce qu'il s'agit d'histoires de sécurité, de survie, etc. Euh, pour l'adhésion à l'UE, moi, je suis un peu mitigée parce que ça remettrait, c'est un peu comme pour la Turquie, ça remettrait en cause les fondements même de l'UE qu'il faudrait réfléchir, rééquilibrer. Je ne sais pas si l'UE, en l'état actuel, aujourd'hui, est capable de le faire.
Dernière question à Jean-Yves, cette fois-ci, la vie civile. On dit qu'elle continue, celle des gens ordinaires. Je trouve que c'est un peuple qui a beaucoup de résilience, mais enfin, il y a quand même des, il y a quand même des effets dans la vie quotidienne des gens, je présume. Et puis, comment est-ce que la solidarité s'organise? Elle est jamais suffisante, mais enfin, je vois quand même qu'il y a des endroits où ça se mobilise bien. Merci. Marrero, on va faire un tour de table. Il y a, il y a aussi Bertrand Jacob de Lituanie qui nous a mis un mot dans le chat, mais Bertrand, tu peux t'exprimer si tu veux. Essayons de faire des interventions courtes, car hélas, le temps est contre nous. Des interventions courtes, mais oui, profitons de ce moment exceptionnel que nous avons pour débattre sur l'Ukraine, d'en profiter vraiment bien. Alors, Bertrand, si je ne te vois pas là, tu n'es plus en ligne. Ah si. Tu veux prendre la parole, Bertrand? Ou je lis, sinon, bonjour Jean-Yves, peut-on considérer que la Pologne prend ses distances vis-à-vis de l'Ukraine ou est-ce juste une question de politique intérieure? C'est donc la question de Bertrand Jacob. Ensuite, nous avons aussi une question de Pierre-Yves Dupuis de Hong Kong. Sa question, quelle est la réaction de Jean-Yves aux propos du président d'hier? Nous avons Olivier Baumard également. Alors, Olivier Baumard Bruxelles. de Bruxelles, si tu veux, tu peux prendre la parole. Alors, merci beaucoup. Je ne voudrais pas passer devant d'autres intervenants. Il n'y en avait pas d'autres. Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup à Jean-Yves pour cette présentation très détaillée et surtout de rappeler le mémorandum de Budapest. Beaucoup de gens ont tendance à oublier qu'on s'était engagé pour, euh, pour, euh, pour la souveraineté territoriale de l'Ukraine et que l'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire pour ça. Donc on peut comprendre la frustration des Ukrainiens aujourd'hui quand on voit ce qui se passe. Euh, Alors pour faire, donc je viens de Bruxelles, donc peut-être faire un petit point rapide concernant la situation et le soutien à l'Ukraine à Bruxelles. Bah, le soutien est très fort, surtout donc dans la capitale européenne. On voit beaucoup de drapeaux ukrainiens toujours au balcon, aux fenêtres des immeubles. Il faut savoir qu'il y a une grande diaspora polonaise, balte, d'Europe centrale et orientale à Bruxelles, donc pas seulement dans les institutions européennes, mais aussi qui travaillent en Belgique et donc qui soutiennent l'Ukraine. Et il y a aussi eu beaucoup de réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis par la Belgique. Je crois que même plus en Belgique qu'en France en totalité. Donc, dans beaucoup de villes, il y a des Ukrainiens qui sont installés. Donc, les Belges en général ont eu des contacts avec les Ukrainiens, ont pu entendre les histoires des Ukrainiens, le drame qui se passe là-bas. Donc, ils l'ont un peu vécu eux-mêmes à travers le récit des Ukrainiens. Donc, je pense que le soutien de la Belgique est toujours très fort pour l'Ukraine. Mais après, comme en France, il y a aussi des partis politiques qui jouent de la situation et qui n'attendent qu'une chose, c'est de reprendre le soutien à la Russie, au contraire, enfin, pour asseoir leur ambition politique et leur programme politique qui est proche de celui du Kremlin. Mais pour revenir à ma question, donc, Jean-Yves a très bien expliqué l'internationalisation de ce conflit. Je ne sais pas, j'ai peut-être raté, je suis arrivé un petit peu en retard, mais je voulais savoir si je voulais parler d'une dimension très particulière de ce conflit, c'est la dimension hybride. Et donc, il faut savoir que dans cette dimension, la France est une cible. La France, comme le reste de l'Union européenne, tous les membres de l'OTAN sont une cible prise par le Kremlin. Et donc, quand on parle de conflit hybride, on parle d'attaques cyber, mais aussi d'influence de l'information, de désinformation sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, la France a pris beaucoup de retard dans sa réaction. Alors, au sein de l'Union européenne, le service d'action extérieure a créé une task force spécifique sur la région en 2016.
Il y a eu un groupe de travail au Parlement européen qui était présidé par Raphaël Glucksmann sur les ingérences étrangères, la manipulation de l'information et la désinformation, donc qui a fait des travaux, tout le long de cette mandature et je voulais savoir quelle était la situation en France. Est-ce qu'on a pris, vraiment conscience du problème? Alors je sais que Viginum a été créé en 2021, mais ça fait juste, 3 ans. Il y a un département cyber des armées qui a été renforcé, il y a 4 ans, mais tu parlais de la loi de programmation, militaire. Est-ce qu'il y a une partie concernant à cette dimension du conflit dans laquelle on est pleinement une cible et à laquelle il faut répondre avec autant de moyens que le Kremlin met pour pour, heu, pour affecter la réputation de la France à l'international, mais même auprès des Français et pour amplifier une crise sociale, ben, faut pas elle existe cette crise, mais c'est le fait qu'il l'amplifie de façon fausse, comment est-ce que la France peut réagir à ça? Est-ce qu'il y a un groupe de travail, à l'Assemblée nationale qui planche là-dessus? Merci beaucoup. Ben, Jean-Yves, tu peux maintenant répondre à ces premières questions euh, qui, je Oui, crois, je vais essayer permettent d'avancer. Merci, merci à tous pour vos interventions et vos questions. Moi, je pense que ceux qui... enfin, euh, il y a une toute petite minorité en France qui partage ce qui est, voilà, voit Poutine comme quelqu'un qui est un antilibéral et qui prétend défendre les valeurs traditionnelles et qui le croit crédible là-dedans. Je ne pense pas que ce soit là-dessus que les choses se passent. Je pense que, en réalité, la question, c'est toujours, je rappelais Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Voilà, on en est toujours là. On en est toujours là. C'est-à-dire que finalement, pour vouloir la paix, il ne faut pas simplement refuser la guerre. Il ne faut pas refuser la guerre. Pour vouloir la paix, il faut vraiment vouloir la paix. C'est-à-dire pas simplement fuir la guerre, parce que sinon elle vous rattrape. Hein. Donc, c'est ça le problème. Et les gens qui s'imaginent qu'il est aujourd'hui possible de trouver un point d'équilibre qui serait le boulot des diplomates pour arriver à quelque chose qui ne représenterait plus de risque. On peut peut-être arriver à trouver un point d'équilibre un jour, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce point d'équilibre, je pense que tant que structurellement, il y aura toujours un danger à Moscou, il faudra qu'on y mette des moyens pour pouvoir être, le cas échéant, capable de répondre. Voilà, donc c'est le pacifisme mal compris qui est finalement l'allié de nos ennemis. Mais je dis le pacifisme mal compris, c'est bien d'être pacifiste. Mais voilà, si on veut vraiment la paix, pas si c'est pour fuir la guerre, quoi qu'il arrive, quitte à perdre sa liberté, sa dignité, son mode de vie démocratique. Enfin, il faut voir ce que vivent les pays, enfin, il faut voir ce que vivent les Ukrainiens aujourd'hui. Et il y a effectivement beaucoup à dire là-dessus. Sur l'élargissement Marie-Rose, moi, l'Union européenne, c'est un projet. C'est un projet où on se dit que quand on partage ensemble un certain nombre de valeurs, finalement, c'est mieux d'être ensemble parce qu'on est plus fort ensemble pour pouvoir les mettre en œuvre de manière plus efficace sur un espace plus large. Et donc, c'est plus efficace. On a un espace plus grand pour faire de la solidarité et on entraîne mieux. Bon, à partir du moment où c'est ce projet, refuser un élargissement, c'est finalement aller contre le projet européen. Alors, je sais bien que quand je dis ça, je dis, bah, si on n'est pas prêt à faire un élargissement, ça ne va pas le faire. Donc, bien entendu, il faut faire attention. Bien entendu, les négociations sont quelque chose de très important. Mais dans les négociations, il ne faut pas... Et moi, je pense qu'on l'a fait un peu dans les négociations entre 1990 et 2004 pour le grand élargissement de 2004, c'est qu'en fait, vous aviez au début une impulsion, une volonté politique des deux côtés d'assurer un élargissement, surtout du côté des pays d'Europe centrale, qui étaient candidats et qui voulaient vraiment et qui savaient pourquoi sur le plan politique. Et en fait, on leur a expliqué que pour devenir membre de l'Union, il fallait récupérer de l'acquis communautaire. Bien entendu, il faut récupérer de l'acquis communautaire. Mais à la fin, ils ont considéré que il n'y avait plus que l'acquis communautaire qui était important et pas finalement l'esprit ou la motivation politique. Donc, finalement, il faut pas, on ne peut pas bâcler les choses sur le plan technique, mais il faut garder l'esprit politique.
Et donc, en réalité, moi, je pense que l'élargissement à l'Ukraine, bon, on a clairement totalement planté l'élargissement aux Balkans. Bah, il ne s'est pas fait, hein. Enfin, la Serbie, Macédoine, Monténégro, on pourrait en parler. Il ne faut surtout pas que ça se passe de la même manière avec l'Ukraine. Bien entendu, compte tenu de la taille du pays, et on a parlé de l'agriculture, c'est beaucoup plus compliqué, mais on a aussi des capacités de mettre en place des périodes de transition, de négocier un certain nombre de choses, mais il ne faut surtout pas ne pas abandonner cette dynamique et surtout dire, si on dit à un moment, l'Europe n'est pas prête, il ne peut pas y avoir d'élargissement, finalement, c'est une négation de l'esprit même du projet européen. La vie civile en Ukraine, oui, bah, elle continue, même si il n'y a aucun Ukrainien qui ne connaît pas quelqu'un qui a perdu quelqu'un sur le front. Ils sont dans toutes les familles, il y a des gens qui sont mobilisés pour aider en particulier les militaires, les retours. Enfin voilà, tout le monde a été. Vous avez parlé des réfugiés, mais il y a encore plus de déplacés internes. Et par conséquent, voilà, tout ça fait que la vie est différente. Même si quand vous promenez dans la ville comme ça, il y a beaucoup de drapeaux, vous voyez beaucoup de militaires, mais c'est pas, vous n'avez pas nécessairement l'impression d'être dans. Enfin, voilà, c'est quand même, ça reste une capitale européenne et effectivement, on se rend pas nécessairement compte de ce qui se vit sur le front. Bertrand pose la question la question de la relation entre la Pologne et l'Ukraine. Est-ce que c'est juste une question de politique intérieure ou est-ce que c'est important? Il y a des questions de politique intérieure qui peuvent avoir des effets importants. Alors, je vois les commentaires de Théo sur les États-Unis, mais finalement, si le paquet d'aide américain à l'Ukraine avait été voté il y a 2 mois, je pense qu'on n'en serait pas tout à fait là. Donc, en fait, il y a des éléments de politique intérieure qui peuvent avoir des conséquences internationales, hein, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, en l'occurrence dans le mauvais là. Et effectivement, vous aviez avant la relation entre la Pologne et l'Ukraine, elle est à peu près aussi compliquée historiquement que la relation entre la France et l'Allemagne. Avec 2 pays qui ont compris depuis le début des années 90 qu'il y avait encore une menace russe potentielle et qu'ils avaient intérêt à être ensemble alors qu'ils avaient souvent été opposés dans le passé. Et qu'il y a eu des crimes et il y a toujours des grosses blessures et des choses qui remontent très vite, hein. Surtout à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Vous trouvez un Polonais à la frontière ukrainienne, il va pouvoir vous faire des trucs anti-ukrainiens rapidement et réciproquement. Parce que finalement, les blessures ne sont pas encore totalement et loin d'être toutes pensées. Mais c'est vrai que finalement, la raison d'État de se dire on a la menace russe à côté, donc en fait, on doit travailler ensemble. Les Polonais se disant finalement, en fait, si on n'est pas en front line parce que c'est l'Ukraine qui prend notre place, ça va être mieux. Bon. Et l'Ukraine comprenant aussi que les Polonais ayant vécu ce qu'ils vivent, la Pologne comprend mieux que le reste de l'Europe ce qu'ils vivent depuis 20 ans. Donc voilà, il y a ça. Mais en même temps, bien entendu, à certains moments, ces réminiscences des conflits d'antan, des drames, des pogroms, des massacres revient et exploité politiquement d'un côté ou de l'autre. Et j'ajoute encore une chose, c'est que vous avez dans la coalition actuelle en Pologne, qui est une coalition pro-européenne, mais il y a une coalition où il y a les libéraux, les paysans et la gauche. Et donc, les paysans, bien entendu, sont un peu plus sensibles que les autres à la situation aux questions agricoles. Et donc, bien entendu, sur ces sujets, ça se passe pas très bien. Donc, effectivement, c'est des questions. Avec le PiS auparavant, j'aurais dit c'est plus structurel que ça. Avec la situation actuelle et la coalition actuelle, il y a effectivement un sujet agricole, mais il y a une volonté très claire de continuer, au nom de la raison d'État, d'avancer et de la Pologne, d'être solidaire de l'Ukraine. Question de Pierre-Yves sur ma réaction à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. C'est sûr que quand on voit ce qu'il disait il y a 2 ans, il a beaucoup évolué. Je pense d'ailleurs que ce que nous avons vécu en Afrique au cours des 2 dernières années et les humiliations successives de sa politique, en particulier, et fait le remplacement de l'armée par Wagner dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, éclaire peut-être aussi un peu son évolution. Très honnêtement, moi, je partage globalement l'analyse qu'il fait aujourd'hui du risque que représente la situation et le régime russe. Ce qu'il a dit hier sur les troupes peut peut-être un peu surprendre, mais
je pense d'abord, on n'en est pas là, mais il n'a pas dit que c'était à l'étude, il a dit que finalement, c'est quelque chose qui pouvait. Enfin, il n'a pas exclu absolument. Parce qu'en réalité, je pense que de temps en temps, la Russie fait des petites provocations qui, nous, on dit, ah ben non, il ne faut pas réagir parce que sinon on va escalader. Mais le fait est que de ne pas réagir dit, ah, là, du côté du Kremlin, c'est, ah ben puisqu'ils ne réagissent pas, on peut aller un peu plus loin. Donc en fait, dire que même s'il y a des choses qu'on n'a pas aujourd'hui, qui ne sont pas dans l'agenda, mais que s'il faut, on assumera, ben, je crois que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, il n'a pas dit nécessairement en Ukraine, il l'a dit en absolu, hein. Mais vous savez qu'il peut il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent se passer du côté estonien, du côté des Pays-Bas, du côté du corridor de Zouaouki, c'est-à-dire en fait la partie très proche qui regroupe, qui rejoint en fait, vous avez Kaliningrad et vous avez le reste de la Russie, et finalement en fait par la terre, il faut passer par l'Union européenne pour aller de Kaliningrad à la Russie. Voilà, donc tout ça, c'est des. Et puis, il faut voir aussi que dans le narratif poutinien, vous êtes citoyen russe justifiant dans son narratif la protection de la Russie, pas si vous êtes russe, mais si vous êtes russophone. Vous imaginez si on faisait ça? Et donc, en fait, si on considérait que tous les russophones sont des citoyens russes, enfin, voilà, c'est ce qu'ils considèrent eux. D'ailleurs, vous avez vu Lavrov un jour, il a dit, mais si les Belges s'occupaient qu'est-ce que vous voyez si les Belges s'occupaient pas bien des francophones à la France? Ils ne comprennent pas que ce soit autre chose. Bon, avec notre conception de la nationalité. Mais pour eux, c'est ça. Donc, en réalité, les russophones, en particulier dans les pays baltes, hein, et puis il y a un certain nombre de personnes qui sont apatrides en Lettonie, vous pouvez tout à fait avoir des créations comme il y a eu dans le Donbass, des créations de situations, mais comme ça, c'est pas comme Hitler l'a fait en 1939. On fabrique une provocation pour pouvoir ensuite justifier une intervention. Et ça, c'est très simple dans les pays baltes. Au nom de la protection des Russes, soit parce que effectivement c'est les apatrides qui sont en Lettonie, soit parce que c'est des russophones qui sont dans la conception russe, des Russes qui méritent la protection. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une provocation ailleurs, dans un pays de l'OTAN, avec le besoin, là pour le coup, de réagir. Alors, Olivier, la guerre hybride, en fait, elle a toujours existé. La fin de la guerre froide, c'est quelque part l'Ouest, entre guillemets, j'aime pas tellement cette expression. Voilà, je me rappelle un jour, j'ai reçu un think tank russe qui m'a parlé de l'Ouest. Je lui ai dit, mais attendez, l'Ouest, vous regardez les États-Unis, regardez l'Union européenne, on n'est pas les mêmes, etc. Voilà. Et ils étaient toujours dans cette idée-là. Mais c'est vrai que, bon, quand on parle dans la vision de Poutine, dans les visions du KGB, l'Union soviétique a perdu, pas sur le champ de bataille conventionnel, ils ont perdu la bataille de l'influence. Et cette bataille de l'influence qu'ils ont perdue, ils veulent la gagner. Et ils considèrent qu'ils ont perdu une guerre hybride et ils la font. Et d'une certaine manière, s'ils sont arrivés en Ukraine en février 2022 en pensant que c'était comme dans du beurre et que ça allait durer 3 jours, etc., c'est parce qu'ils n'avaient pas pris la mesure des choses, parce que pour eux, l'important, c'est de gagner cette bataille, parce qu'ils pensent qu'ils se sont fait. Ils ont perdu 89-91 sur le plan de l'influence et des idées, et ils veulent la récupérer. Et ils se donnent les moyens pour ça. Donc, effectivement, la guerre hybride, ce n'est pas nouveau, finalement, même si c'était plus une question d'exposition du mode de vie, de liberté, etc. C'était peut-être moins étatique auparavant, mais enfin, c'est une question d'influence. Et eux, ils le vivent comme ça. Alors, tu poses la question de vigilance. Oui, effectivement, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, ça a été créé à ce moment-là. Moi, j'étais rapporteur du budget du HDSN, effectivement, et la question qu'on pouvait se poser. Et donc, en fait, l'ANSSI a quand même eu, avant aussi, déjà des moyens complémentaires depuis les premières attaques qui datent de 2015 ou 2016 vis-à-vis de l'Ukraine, où l'ANSSI avait été particulièrement mobilisée. De la même manière que Viginum, c'est une bonne chose, même si ça travaille en source ouverte, hein, ce n'est pas un système de renseignement. Et moi, ce que je trouve assez positif sur les dernières semaines, hein, c'est que quand on posait la question, même au moment de la loi de programmation militaire en juin, où il y a des moyens qui ont été prévus pour l'ANSSI en particulier, la question qui était, bon, c'est très bien Viginum, mais une fois qu'on a identifié des ingérences étrangères, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très bien de savoir, c'est mieux que de ne pas savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Et là, pour le coup, effectivement, ça ne relève plus de Viginum, parce que ça ne relève plus de sources ouvertes, etc. Ça relève du fonctionnement politique et du fonctionnement des services. Mais quand on voit en particulier les réunions des ministres des Affaires étrangères allemands, polonais et français, il n'y a pas très longtemps, où il a été longtemps parlé des menaces hybrides, de Viginum, des déstabilisations organisées par la Russie en Europe, on voit bien qu'on est passé non seulement à l'identification, mais aussi en phase aussi d'essayer de se préparer à mieux contrer, même si, sur le fond, ça pose des difficultés. Parce que si on pense que la démocratie est un système efficace, on ne peut pas se dire, on ne peut pas la remplacer par l'autoritarisme. Parce que justement, la démocratie est un système efficace, parce que finalement, de la contradiction voilà, émerge plus facilement des choses qui sont meilleures et vérifiées. Mais le fait est que on ne peut pas non plus laisser, compte tenu de ce qu'est la liberté d'expression, oui, mais la liberté d'action des États étrangers dans ce cadre-là, il faut savoir y mettre des limites. Et toute la difficulté, c'est où est-ce qu'on arrête comment est-ce qu'on fait pour préserver la liberté d'expression en nous protégeant finalement des ingérences extérieures, en particulier sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, c'est finalement le sujet. Protéger les ingérences extérieures en protégeant, en conservant la démocratie. J'observe de ce point de vue-là que dans un régime autoritaire, enfin moi il était très marrant au moment du Covid de voir que la Russie favorisait un certain nombre de fake news sur les vaccins en Europe. Mais en Russie, ils ne le faisaient pas parce qu'ils auraient bien voulu aussi que les Russes se fassent vacciner. Et voilà, donc les choses ne se passent pas exactement de la même manière, mais en tout état de cause, il y a un sujet, voilà, il y a un sujet, c'est comment préserver la démocratie tout en se défendant des ingérences extérieures, en particulier dans le domaine des réseaux sociaux, etc. Et ça, je suis, je suis pas sûr qu'on ait totalement trouvé la solution. Je ne pense pas que l'autoritarisme soit la bonne solution, hein, mais voilà. Je rappelle, il ne faut pas retomber dans le macartisme. Merci Jean-Yves. Y a-t-il, bon, on arrive à la fin de notre café citoyen. Y a-t-il une dernière question? Je ne vois plus de main levée. Sinon, ben, nous allons conclure ce café citoyen en remerciant vraiment Jean-Yves, car vraiment, nous avons appris, je pense tous, beaucoup de choses sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec toutes ses implications en Europe et dans le monde. Bon, pour l'avenir, effectivement, je dirais l'avenir est assez sombre et hélas, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Mais bon, donc je vous remercie vraiment à toutes et à tous de votre participation.